Bonjour à tous, bienvenue à cette session d'information sur l'ORTB. Voici les titres de ce 13h. L'énergie électrique désormais disponible dans plusieurs contrées rurales de notre pays. Les communes de Kouandé, Tukuntounon, Natitengu, Waké et Djougou ont désormais la lumière. Le projet Énergie pour tous du PAG est manifestement en route. Le Fonds des Nations Unies pour la population en croisade contre les fistules obstétricales, son mode opératoire, mise en place des services gratuits de planification familiale, de dépistage et du cancer du col de l'utérus. Des étudiants à l'école des fondamentaux du journalisme audiovisuel, la promotion 2018 de Radio Univers a fait son baptême du feu. Ils ont établi le contact avec le micro et la plume. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le volet énergie pour tous du programme d'action du gouvernement entre dans sa phase active dans les départements de l'Atakora et de la Donga. C'est l'ABERM, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, qui en est le bras opérationnel. Les responsables de la structure ont procédé au lancement et à la mise en service des travaux de construction d'infrastructures d'électrification rurale dans les communes de Kouandé, Tukuntounon, Natitengu, Waké et Djougou. Les autorités politiques et administratives de ces localités, les sages et têtes couronnées, ont accueilli avec beaucoup de joie l'avènement de la lumière dans leurs localités respectives. On fait le point avec Ousmane Baparapé et Abdoulafou Idrissou. Le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Énergie procède ainsi à la mise en service officielle du réseau électrique à Tampégré dans la commune de Tukuntounon. Même exercice à Kwandata, commune de Natitengu. Guilmaro, dans Kouandé, bénéficie aussi de l'énergie grâce aux efforts du gouvernement, au grand bonheur des autorités communales. Un bonus parce que il y a quelques semaines, à Ganiperu, le directeur adjoint de cabinet avait lancé les travaux d'électrification rurale. Je voudrais solliciter encore au niveau de l'ABERM des efforts supplémentaires pour que véritablement, même si on n'a pas à 100% d'électricité au niveau de Tampégré, qu'on avoisine au moins 95%. Cette lumière à Point Data Center, on était même désespérés, on croyait que c'était perdu. Donc aujourd'hui, la surprise est grande et elle est agréable. Toujours dans l'Atakora, les travaux d'électrification rurale sont par ailleurs lancés à Pelima et Tikou, dans la commune de Kouandé. Le projet de construction de la ligne électrique pour Tikou a été monté. Et nous avons le plaisir, cet après-midi, de venir devant vous pour procéder au lancement des travaux. Donc, au nom du chef de l'État, je procède au lancement des travaux et c'est avec plaisir que 2 mois après, nous allons revenir pour l'effectivité de l'achèvement des travaux. Je vais vous demander de bien vouloir soutenir nos députés, nos maires et nos élus qui soutiennent les actions du chef de l'État pour lui permettre de bien mener son programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État a donné des solutions par rapport au social. Beaucoup de choses se font, mais on ne les montre pas. Et il y a des mauvaises langues qui disent « Talon ne fait rien, Talon n'est pas dans le social ». Ce réseau construit en 2017, qui l'a fait? C'est le président Talon, évidemment. L'énergie vous apporte beaucoup d'activités génératrices de revenus. Ensuite, dans la Donga, les habitants de Djakpengu, dans la commune de Djougou, et Tchalinga, dans Waké, bénéficient aussi d'énergie électrique. Ma population est restée pendant un bon moment dans l'obscurité et votre arrivée ce jour la sort définitivement du noir. Le programme d'action du gouvernement pour l'accessibilité à l'énergie entre ainsi dans sa phase active. La politique du gouvernement actuel, c'est de pouvoir mettre tout le pays en chantier en termes d'électrification rurale. Parce que comme vous le savez, pour son excellence, il n'y a pas de Béninois de seconde nature. Et l'énergie doit être à la portée de tous les Béninois en quantité et en qualité.
Et le cas le plus patent, c'est le cas de Pélima. Vous n'êtes pas sans savoir que la localité de Pélima a vu naître Kaba. Et l'histoire nous enseigne que Kaba fut un héros. Et vous imaginez, depuis les indépendances, c'est maintenant que la localité de Pélima est en train d'entrer pour une seconde fois dans l'histoire, grâce au président Patrice Talon, qui a demandé à ce que la localité de Pélima soit raccordée au réseau conventionnel de la SBE. C'est vrai, il y a la joie qu'on remarque au niveau des populations. Ce qui reste maintenant, c'est qu'elles fassent l'effort de s'abonner. Le prix promotionnel des compteurs s'élève à 93 000 francs CFA. Et en parlant toujours d'énergie, il y a quelques jours, nous vous faisions le point de la mission conjointe du ministre d'État chargé du plan et du développement, du ministre de l'Énergie, de la représentante du ministre en charge du cadre de vie et du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Eh bien, ces personnalités ont visité les réalisations des projets dénommés Pana Énergie et Biomasse Électricité. À l'issue de la tournée, le ministre en charge de l'énergie fait le point. Donnant Jean-Claude Oussou est au micro de Ghislain Pouguet et Rosemont Chiapé. Vous avez pu voir avec nous la ferveur populaire, la joie qui anime les bénéficiaires, puisqu'ils ont la chance de faire partie des tout premiers à avoir ces installations. C'est la manifestation concrète de la traduction du plan d'action du gouvernement à travers ces réalisations qui ont un impact fort sur la vie de nos concitoyens, qui va contribuer à améliorer leurs conditions de vie donc, mais également on voit que ces projets ont une approche multidimensionnelle puisque ça permet non seulement d'apporter de l'énergie avec tout ce que ça peut apporter comme bien-être. Donc on peut avoir des boissons fraîches à travers les frigos, les congélateurs pour conserver les vaccins. On peut charger les portables, on peut charger des lumières. On a des lampadaires solaires multidimensionnels et multidirectionnels et qui sont résilients. C'est-à-dire que malgré les effets climatiques néfastes, ils seront toujours opérationnels. En ce qui concerne le secteur de l'énergie bois, on sait que notre environnement a trop souffert des attaques, je dirais, humaines à travers la recherche de bois, à travers la recherche de charbon. Donc c'est de la responsabilité, notre responsabilité et avant tout du gouvernement, et c'est ça, cette responsabilité que le gouvernement exerce pour faire en sorte à travers ces projets-là de reboiser l'ensemble de ces zones qui ont trop souffert pour protéger des effets néfastes du climat, mais également pour faire en sorte de réapprovisionner, je dirais, le potentiel bois qui est quand même l'énergie première utilisée par nos concitoyens. Ces initiatives qu'il faut saluer et mettre à l'actif de ce gouvernement qui s'engage également à le faire à travers le pays. Et donc chaque fois que vous verrez des paroles données par ce gouvernement, attendez-vous tout simplement à venir un jour voir le côté concret de ces réalisations. Donc on peut saluer le gouvernement, on peut saluer le président de la République et merci également aux contributeurs majeurs qu'est le PNUD et le Fonds pour l'énergie mondiale qui ont contribué, je dirais, massivement à faire en sorte que ces réalisations soient une réalité aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une étape puisque d'autres vont venir. Le PAG est en marche à travers sa réalisation concrète. Parlons d'autre chose. À présent, on s'intéresse à cette nouvelle offre de formation, un curriculum pour former des agents pastoraux et pour y arriver, un institut universitaire a vu le jour, l'Institut supérieur des sciences religieuses Notre-Dame de l'Inculturation. Sont fondés Monseigneur Barthélemy Adoukonou. Blaise Adampo et Monique Toron ont suivi pour nous la cérémonie de lancement des activités de cet institut. Ces évêques et prêtres apportent leur soutien à la naissance de l'Institut supérieur des sciences religieuses Notre-Dame de l'Inculturation, ISSR-NDI. Cet institut se veut être un lieu de transmission du savoir culturel. Le but de l'ISSR-NDI est de former des chrétiens et des femmes et hommes de bonne volonté capables d'être dans le monde des promoteurs de paix et de diaconie, c'est-à-dire
de service désintéressé de l'autre, dans l'esprit du fiat de Marie, figure de l'Église. Les formations proposées tiennent largement compte du vécu culturel, social, politique et économique en Afrique. Désormais, les agents pastoraux pourront se faire former pour assurer leur rôle d'évangéliste dans toutes les régions, et ceci, quelle que soit la culture. La formation initiée à l'Institut supérieur des sciences religieuses, Notre-Dame de l'Inculturation, doit permettre aux apprenants d'acquérir les outils pour dialoguer en vérité avec les hommes et les femmes de notre temps et participer ainsi à la nouvelle évangélisation. Les cours vont se dérouler sur la théologie et l'inculturation. À cette occasion, une première leçon inaugurale est donnée par Monseigneur Barthélemy Adoukonou. S'il en convient qu'en rigueur de terme, on ne peut parler d'inculturation historique que quand le sujet ecclésial acteur et le sujet socio-culturel et socio-politique coïncident pour faire advenir une nouvelle Église, nous pouvons clairement relever 3 formes d'inculturation historique advenues au Dahomey Bénin jusqu'à nos jours. L'Institut supérieur des sciences religieuses Notre-Dame de l'Inculturation est situé à Sikekodi. Les cours seront donnés par plusieurs prêtres, évêques et professeurs des universités. Et pendant ce temps, l'accord de siège du Programme alimentaire mondial au Bénin a été revisité. Le nouveau document qui prend en compte les priorités du gouvernement a été au cœur d'une cérémonie de signature d'accord entre le ministre des Affaires étrangères et le représentant du PAM, Jean-Claude James, Igor Ayoso. Désormais, l'histoire du Programme alimentaire mondial au Bénin va s'écrire selon les exigences de l'actuel gouvernement. 51 ans après, il était opportun de passer en revue l'accord signé avec le Bénin. En 51 ans, les paradigmes ont changé, les priorités ont changé, les acteurs eux-mêmes ont changé. Au-delà de l'accord, ce qui est important, ce qui fait aujourd'hui que le PAM, au sein de la famille des Nations Unies, a un rôle prééminent, c'est la confiance que le président Patrice Talon a décidé de vous faire, en disant que dans le cadre de notre programme national d'alimentation scolaire intégrée, dans les zones en insécurité alimentaire et en sous-scolarisation, le PAM présentait tous les avantages comparatifs pour nous soutenir, pour nous accompagner. Monsieur le représentant, donc je tiens à ce que vous donniez un service 5 étoiles. Si le 6 étoiles existait, j'allais le dire. Programme d'alimentation scolaire intégré, une priorité conforme à l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 2, fin 0, d'ici à 2030. L'engagement du Bénin séduit le représentant du Programme alimentaire mondial, PAM. Monsieur le ministre, pour le PAM, c'est une exception en ce sens que c'est très peu de pays qui aujourd'hui financent des activités, notamment celles liées à l'éducation, de par leurs propres ressources, et en confiant cette responsabilité au Programme alimentaire mondial. L'équipe du PAM est là, disposée de jour comme de nuit à accompagner le gouvernement. Vous m'avez demandé, lors de ma première rencontre ici avec vous, d'oublier quelquefois mon poste de représentant et de me mettre sur le terrain comme un chef de terrain chargé de terrain. Je suis en train de le faire, je continuerai à suivre vos instructions. Le PAM, cette agence onusienne et son partenaire prennent ainsi un nouveau départ pour une ère libérée de la faim au Bénin. Politique à présent, la coalition des forces politiques de la 15e circonscription électorale arme ses militants pour de nouveaux défis aux côtés du président Patrice Talon. Elle a organisé samedi une rencontre à Apapa pour réchauffer les liens avec sa base. Yves Goudopessi, Jérôme Mumbo. C'est conformément à l'article 12 de son statut que la coalition des forces politiques de la 15e circonscription électorale organise cette journée de réflexion et d'échange. Ce sont les responsables des cellules et sous-cellules des 6 arrondissements et 91 quartiers de Cotonou, conscients qu'il faut semer avant de récolter. Vous avez compris l'engagement de notre coalition. Vous avez compris que la vraie politique est participative et qu'elle doit impliquer la base. Vous avez montré votre engagement et votre esprit de sacrifice en mobilisant vos propres ressources
pour le travail sur le terrain. C'est cela la vraie politique, semer avant de moissonner. Sachez maintenant que la moisson est proche. Herman Dimitri Adankpo, comme bien d'autres communicateurs, ont entretenu la base sur des réformes comme la lutte contre la corruption, l'assainissement des finances publiques, l'organisation des concours, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et autres entreprises par le président Patrice Talon. Il bâtit le pays pour nos enfants. Il bâtit le pays pour nos jeunes frères. Il bâtit le pays pour notre avenir. Il assainit l'environnement pour notre santé. Il mène la route des pêches pour qu'il y ait plus de transport, pour qu'il y ait plus d'emplois, pour que le tourisme devienne une réalité chez nous. Il ne faut pas que ceux qui ont construit des logements sociaux à coût de milliards dans la bourse pour les chauves-souris, il ne faut pas ceux qui ont bâti le nouveau siège de l'Assemblée que vous voyez là, avec les scandales que vous avez écoutés là, continuer à vous donner des leçons. Ce n'est pas possible. Ils ont reçu le soutien du coordonnateur général du littoral. Grâce à notre commandant en chef, le président Patrice Talon, nous avons désormais un Bénin debout. Plus de corruption dans les administrations, n'issue d'aucune affaire de la vie de Cotonou. Zéro mauvaise gouvernance. Chaque compétence à la place qu'il faut. Zéro détournement de deniers publics. Finances publiques saines et des mécanismes de contrôle permanents dans toutes les administrations publiques, ministères et sociétés d'État. Mettons-nous au travail et encourageons les efforts de notre président Patrice Talon. Nous reformulerons ici tous nos vœux de succès à notre leader charismatique pour la réussite de son mandat dans un climat apaisé. Nous souhaitons que ces travaux servent de modèle aux autres regroupements sociaux du développement de notre cher pays, le Bénin. La coalition déclare ses portes ouvertes à tous autres mouvements de jeunes et partis politiques soucieux du développement harmonieux du Bénin. Retour sur la célébration ce 23 mai de la Journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales. Après que le commun l'an dernier, c'est la commune de Djidja qui a accueilli l'événement cette année. Une célébration qui est à sa 6e édition et qui a été placée sous le thème « Ne laissons personne de côté, engageons-nous dès maintenant à éliminer la fistule ». Françoise Issou et Mérida Quinsoton. Est une maladie qui affecte exclusivement les femmes. Elle survient généralement après un accouchement et de nombreuses femmes ici au Bénin en souffrent. Au Bénin, de janvier 2009 à mars 2018, 1345 cas de fistules obstétricales ont été dépistés, dont 1187 cas ont été réparés gratuitement dans les centres spécialisés en la matière. Le taux de guérison est en moyenne de 80%. Il est donc important de sensibiliser la population sur cette maladie. On peut en guérir, mais à condition de se rendre tôt dans les hôpitaux. C'est donc ce travail de sensibilisation qui se fait ce 23 mai à travers la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales. C'est une maladie de honte, de rejet, de grande souffrance. Je me mettais quotidiennement en couche, j'étais devenue un bébé et pour me coucher, je mettais un sachet avant d'y étaler un pain. Si vous connaissez des gens qui souffrent de la fistule, ne les enfermez pas. Accompagnez-les dans les hôpitaux et les médecins pourront mieux les orienter à se faire soigner. Aujourd'hui, Dame Marceline Aladassi est complètement guérie grâce à la prise en charge gratuite de la Fondation Claudine Talon. Prévention, réparation chirurgicale et réinsertion socio-économique, ce sont là les différentes actions de lutte contre la fistule obstétricale. Et toutes ces mesures sont rendues disponibles dans des centres de santé bien ciblés au Bénin. 4 hôpitaux prennent en charge les cas de fistule obstétricale. Il s'agit de l'hôpital de Tangueta, de Paraco, le CNHU,
et le CHU Mel, ancien maternité Lagune. Sensibiliser, accompagner. Pour accompagner quelques femmes ayant souffert de la fistule et déjà guéries, le club Inner Wheel Bénin a fait œuvre utile. 200 000 francs CFA officiellement remis à 2 femmes, soit 100 000 francs chacune. Une manière de les aider à relancer leurs activités. Pour rappel, le thème de cette 6e édition est intitulé « Ne laissons personne de côté, engageons-nous dès maintenant à éliminer la fistule ». Un thème qui interpelle tout un chacun. Et dans le cadre de cette journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a mis en place des services gratuits de planification familiale, de dépistage de VIH/SIDA et du cancer du col de l'utérus, une opération menée dans la zone sanitaire Djidja, Agbanyezu, Abomey. On retrouve à nouveau Françoise Issou et Mérida Pensoton. La planification familiale, le dépistage du VIH/SIDA et celui du col de l'utérus, voilà les services offerts gratuitement aux femmes de Djidja, Abomey, Agbanyezu, et ce pour 4 jours. Ceci en marge de la célébration de la journée pour l'élimination des fistules obstétricales. À Abomey et plus précisément à Djegbe, même si les femmes ne sortent pas en masse, les sages-femmes de la clinique mobile déployée à cet effet ne chôment pas. On regroupe les femmes dans les différentes communes et on les sensibilise sur la planification, les avantages de la planification familiale, sur le dépistage de VIH, et sur aussi le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. Donc quand on reçoit une femme, on la sensibilise sur ces 3 thématiques. Les sages-femmes de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF-ZOU profitent de cette campagne gratuite pour mieux éclairer les uns et les autres sur la question du planning familial. La planification familiale, ça ne tue pas. La planification familiale, c'est l'ensemble des mesures et des moyens mis à la disposition des individus, des couples et de la communauté pour avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Ça permet aussi aux couples stériles d'avoir des enfants. Ça agit aussi dans le domaine de la prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA. Pour rappel, le 23 mai dernier à Djidja, a été célébrée la journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales. C'est cette célébration qui est couplée avec l'offre gratuite de ces services intégrés de planification familiale, du dépistage du VIH/SIDA et du cancer du col de l'utérus, ceci dans la zone sanitaire Djidja, Agbanyezu, Abomey. Et on parle maintenant de cette rentrée radiophonique de plus de 150 étudiants admis récemment au concours d'entrée à Radio Univers. Au cours de leur formation, ils vont se familiariser aux techniques et principes du journalisme audiovisuel. Prudence Aïsso et Calvador Awanon nous retracent ici en images cette cérémonie de rentrée solennelle. La machine est lancée. 2 années durant, les lauréats de la promotion 2018 du concours d'admission à la formation radiophonique pourront se faire former dans les métiers de l'audiovisuel. La rentrée de cette année 2018 intervient dans un contexte particulier, celui du passage de l'analogique au numérique. Les technologies de l'information et de la communication évoluent chaque jour et nous envoient à un carrefour aussi bien risqué qu'avec des avantages reluisants. Au cours de cette cérémonie, ces nouveaux étudiants ont reçu de la part de leurs aînés des conseils. Juste leur recommander 2 choses. La rigueur et le respect de la déontologie de ce métier-là, qu'est le journalisme. Qui s'informe au jour le jour, qui soit au top des informations, qui soit cultivé. La culture est très très importante pour le journalisme. L'audiovisuel est une large porte des métiers d'avenir
pour ces jeunes. De rentrée radiophonique, je pourrais dire que je suis fière du choix que j'ai fait. Et j'espère pouvoir continuer et donner le meilleur de moi-même pour devenir journaliste. J'ai choisi Radio Univers à cause de la rigueur qui est inoculée à tous les stagiaires qui prennent part et surtout à cause du sérieux que Radio Univers donne à ces stagiaires qui deviennent pour la plupart des grands journalistes du Bénin. Créée depuis 1990, Radio Univers est l'une des toutes premières stations radiophoniques universitaires d'Afrique. Elle se veut être une référence en matière de presse au Bénin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre très aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une excellente après-midi en compagnie de nos programmes.